Les papiers du divorce sont arrivés à 9h17. Scellés dans une épaisse enveloppe blanche, tamponnée et signée, posée délicatement sur le bureau en verre devant le bureau de l'associé principal à Midtown Manhattan. Nathan Cole n'était pas là pour les recevoir. Il était encore dans une suite d'hôtels de luxe en centre-ville, les rideaux à demi tirés, les lumières de la ville se répandant sur les draps de soie, son téléphone face contre table à ses côtés. La veille, il avait ri facilement, confiant, intouchable. Il croyait sa vie parfaitement divisée. Le travail d'une main, le plaisir de l'autre, et une femme enceinte à la maison qui n'oserait jamais partir. De l'autre côté de la ville, Elena Brooks se tenait seule dans un appartement calme dans le Queens. Le radiateur cliquait. Une tasse de café édressée était restée intacte sur le comptoir. Son ventre appuyait doucement contre le tissu de son pull, tandis que le bébé bougeait, ignorant que tout avait déjà changé. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne l'appela pas. Au lieu de cela, elle vérifia la confirmation de livraison sur son téléphone. Livré, signé, reçu. Cette enveloppe n'avait pas été envoyée avec colère. Elle avait été envoyée avec clarté. Pendant des mois, Elena avait été invisible. Son nom retiré des comptes, sa carrière mise en pause pour le bébé, ses opinions rejetées comme étant des hormones. Nathan avait maîtrisé l'art du contrôle sans jamais élever la voix. Il lui disait que c'était de l'amour. Il lui disait que c'était de la protection. Il lui disait qu'elle devait être reconnaissante, et elle l'avait presque cru. Au bureau de Nathan, les assistantes chuchotaient en voyant l'adresse de retour. Juridique, personnel, urgent. L'une d'elles hésita avant de frapper à la porte vitrée dépolie, ignorant que ce seul coup de porte commencerait l'effondrement d'un homme qui pensait que les conséquences étaient pour les autres. Elena s'assit lentement sur le bord de son lit et posa une main sur son ventre. « J'ai choisi nous », murmura-t-elle, même s'il ne l'avait jamais fait. À ce moment-là, elle sut quelque chose que Nathan ignorait. Il pensait que les papiers du divorce marquaient le début d'une bataille. Mais pour Elena Brooks, c'était le coup final d'une partie qu'elle avait déjà gagnée. Et Nathan Cole était sur le point d'apprendre la vérité de la manière la plus publique possible. Ce que Nathan ignorait, c'est que l'enveloppe contenait plus que des papiers de divorce. Elle contenait des preuves qui détruiraient tout ce qu'il avait construit. Nathan Cole avait construit ses matins pour se sentir intouchable. À 10h02, il entra dans sa tour de bureau de Midtown, son costume parfaitement repassé, l'expression calme, son téléphone vibrant déjà de messages de félicitations concernant l'accord qui devait être finalisé cet après-midi-là. De l'extérieur, si tout dans sa vie signalait le contrôle, l'argent, l'influence, un nom qui ouvrait des portes sans poser de questions. Il ne remarqua pas l'enveloppe tout de suite. Il déposa sa maillette à côté du bureau, desserra légèrement sa cravate et jeta un coup d'œil à la ligne d'horizon de Manhattan à travers les fenêtres du sol au plafond. C'était la vue qu'il pensait avoir gagnée. C'était la preuve que chaque sacrifice, y compris le malheur silencieux de sa femme, en avait valu la peine. Son assistante le rejoignit, prudent dans son ton. « Il y a eu une livraison pour vous plus tôt. Des documents juridiques. » Nathan leva à peine les yeux. « Posez-le sur le bureau. » Les documents juridiques étaient routiniers, des contrats, des accords de non-divulgation, des revues de conformité. Pour lui, le papier n'était que du papier, quelque chose qu'il signait et laissait derrière lui. Il consulta plutôt ses emails, parcourant les tirs, esquissant un sourire à un message de Madeleine envoyé 1 heure plus tôt. Elle disait que la nuit dernière était parfaite. « Appelle-moi quand tu seras libre. » Libre, le mot l'amusait. Dans son esprit, Elena était à la maison, faisant ce qu'elle faisait toujours. Attendant, se reposant. Pourtant l'enfant qu'elle disait vouloir. Il se disait qu'elle était en sécurité, prise en charge, chanceuse. Il se disait qu'elle avait plus besoin de lui qu'il n'avait besoin d'elle. Cette conviction s'installait confortablement dans sa poitrine. Quand il finit par prendre l'enveloppe, ses doigts s'arrêtèrent. Pas parce qu'il reconnaissait l'adresse de retour, mais parce que son poids lui semblait étrange. Trop lourd. Trop délibéré. Il écarta un stylo Montblanc et ouvrit le rabat. La première page lui coupa le souffle. Requête en dissolution de mariage. Pendant un instant, la pièce devint silencieuse. Le bourdonnement de la ville disparut. Nathan relut la ligne plus lentement cette fois, comme si les mots pouvaient en se réarranger en quelque chose de moins menaçant. Ils ne le firent pas. Sa mâchoire se serra.
Sa première réaction ne fut ni la culpabilité, ni la tristesse. Ce fut l'incrédulité. Elle ne ferait pas ça, marmonna-t-il. Car dans le monde de Nathan Cole, Helena Brooks n'était pas la femme qui partait. C'était la femme qui endurait, la femme qui s'adaptait, la femme qui restait silencieuse pour que sa vie puisse être bruyante. Il ne le savait pas encore, hein, mais la vie qu'il pensait si sûre avait déjà craqué. Et la page suivante allait la briser complètement. Le message arriva à 11h43 alors qu'Helena Brooks faisait la queue dans une petite pharmacie près de son appartement. Son téléphone vibra une fois dans sa main. Elle faillit l'ignorer. Les numéros inconnus étaient devenus fréquents ces derniers temps. Des services de facturation, des rappels automatiques, des gens qui voulaient des réponses qu'elle n'avait pas. Helena baissa les yeux par habitude, ne s'attendant à rien de plus qu'un bruit. Au lieu de cela, elle vit un nom qu'elle reconnut instantanément. Madeleine. Le message était court, décontracté, intime d'une manière qui fit se serrer la poitrine d'Helena avant que son esprit ne puisse réagir. La prochaine fois, restons plus longtemps. Je déteste partir avant le lever du soleil. Il dit qu'il est fatigué, mais je sais que c'est juste sa femme. Le sol sembla basculer. Helena ne respira pas d'abord. Le bourdonnement de la pharmacie s'estompa, remplacé par un bruit de rushing dans ses oreilles. Elle relut la phrase plus lentement, comme si elle pouvait se dissoudre en quelque chose d'inoffensif si elle lui donnait le temps. Elle ne le fit pas. Sa main se porta instinctivement sur son ventre, un réflexe né de moi de protection d'une chose fragile. Le bébé bougea légèrement, ignorant que le monde venait de se fissurer. Ce n'était plus de la suspicion. Ce n'était ni de l'intuition, ni de l'insécurité, ni des hormones. C'était une confirmation. Helena sortit de la file sans un mot, ignorant le regard agacé de la femme derrière elle. Elle sortit dans l'air froid, s'adossant au mur de briques pendant que son corps rattrapait la vérité que son esprit avait déjà acceptée. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Madeleine. « Oh mon Dieu, dis-moi s'il te plaît que ça ne t'est pas arrivé à toi. » Helena ferma les yeux. Là, la panique, la reconnaissance, la preuve. Pendant quelques secondes, elle envisagea de répondre. 1000 réponses défilèrent dans son esprit. Colère, sarcasme, chagrin, confrontation. Elle imagina demander pourquoi, demander combien de temps, demander ce qu'elle avait mal fait, mais elle ne tapa rien. Au lieu de cela, elle prit une capture d'écran, puis une autre. Elle ouvrit son email et transféra les images à Rachel et Goyon avec une seule ligne. « J'ai envoyé ça par erreur. » Rachel répondit en quelques minutes. « Ne réponde pas, ne la bloque pas. » Je sauvegarde tout. Helena glissa le téléphone dans la poche de son manteau, sa main maintenant stable d'une manière qui la surprit. La douleur était toujours là, vive et profonde, mais quelque chose d'autre avait fait surface en dessous. La clarté. Nathan ne l'avait pas seulement trahi. Il avait menti si facilement qu'une autre femme se sentait à l'aise de se moquer de son existence. Cette réalisation ne brisa pas Helena. Cela l'a endurcie. Dans une tour de bureau de Midtown, Nathan Cole souriait toujours confiant, ignorant qu'un seul message négligent avait complètement renversé l'équilibre du pouvoir. Car Helena Brooks n'avait plus besoin de deviner. Elle avait la vérité par écrit. Et cette vérité allait lui coûter bien plus qu'il ne l'imaginait. Ce qu'Helena ignorait encore, c'est que ce message n'était que la plus petite fissure dans un mensonge qui s'apprêtait à s'effondrer de toutes parts. Non, Nathan n'est pas rentré à la maison cette nuit-là. Du moins, pas comme d'habitude. Helena a entendu la porte s'ouvrir près de minuit, le clic discret de chaussures chères posées avec soin contre le mur, le silence habitué d'un homme qui ne voulait pas de questions. Elle est restée au lit, les yeux ouverts dans le noir. Une main posée sur son ventre, l'écoutant se déplacer dans l'appartement comme si elle était déjà un fantôme. Le lendemain matin, le contrôle est arrivé déguisé en inquiétude. Nathan se tenait dans la cuisine, faisant défiler son téléphone, son café intact, sa voix calme et mesurée. « Je pense qu'il vaut mieux que je gère les finances pour l'instant, » dit-il avec nonchalance. « Tu as été stressé, la grossesse fait ça. » Helena n'a pas répondu tout de suite. Il a continué, sans la regarder. « J'ai gelé le compte joint, juste temporairement. Ce n'est rien de personnel. Je veux juste m'assurer que tout est stable. » Stable. À midi, sa carte de crédit a été refusée à l'épicerie. Le soir, son accès aux fichiers partagés dans le cloud avait disparu.
Son mot de passe de messagerie ne fonctionnait plus. Le petit filet de sécurité auquel elle ne réalisait pas qu'elle se fiait a disparu un fil à la fois. Quand elle lui a finalement demandé, doucement, prudemment, Nathan a soupiré, comme si elle l'épuisait. « Tu exagères, dit-il. J'essaie de nous protéger. Tu devrais te reposer, pas t'inquiéter pour de l'argent que tu n'as pas besoin de toucher. » Nous. Le mot sonnait creux maintenant. Cette nuit-là, Elena s'est assise sur le bord du canapé, son ordinateur portable ouvert, fixant un écran vide où se trouvait autrefois son CV. Des années d'expérience effacées avec un simple changement de mot de passe. Son téléphone a vibré une fois. Un message de Nathan disait « S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. » Elle a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de la panique, pas de la peur, de la reconnaissance. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'intimidation. Elle a ouvert un carnet et a commencé à tout noter. Date, compte, conversations qu'elle avait autrefois écartées, les moments où on lui avait dit de se taire pour la famille. Chaque mot a calmé sa respiration. Plus tard, dans la salle de bain, Elena a croisé son reflet dans le miroir. Elle avait l'air fatiguée, plus petite d'une certaine manière, mais ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Elle a murmuré à peine assez fort pour être entendue. « Il pense que je n'ai nulle part où aller. » Son téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec un message de Rachel. « A-t-il restreint l'accès? » Elena a tapé un seul mot en retour. « Oui. » La réponse de Rachel est venue immédiatement. « Bien, cela signifie qu'il a peur. » Elena a fermé les yeux, une main retournant sur son ventre alors que le bébé bougeait doucement, lui rappelant pourquoi cela importait. Nathan croyait que le contrôle la réduirait au silence. Il ne réalisait pas que c'était le moment où elle cessait d'avoir peur. Elena a rencontré Rachel Nguyen 3 jours plus tard dans un café tranquille près de Lexington Avenue. Ce ne fut pas une réunion dramatique. Pas de câlin, pas de cris de surprise, juste 2 femmes assises l'une en face de l'autre à une petite table d'angle. La vapeur s'élevant de tasses intactes, tandis que la ville se précipitait derrière la fenêtre, comme si de rien n'était. Rachel fut la première à parler. « Tu as l'air plus mince. » Elena esquissa un sourire fatigué. « Je me sens plus clair. » Rachel l'a étudié un moment de plus, comme elle l'avait toujours fait lorsqu'elles travaillaient ensemble, dans le même bureau, des années auparavant. À cette époque, Elena était vive, analytique, le genre d'esprit que les gens sous-estimaient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Rachel n'avait pas oublié cette version d'elle. « Dis-moi tout, » dit Rachel. Alors Elena le fit. Elle ne pleura pas. Elle n'exagéra pas. Elle exposa les faits comme elle présentait autrefois des évaluations de risque, des dates, des comportements, des changements financiers. Le message de Madeleine, les comptes gelés. Rachel écoutait sans interrompre, son expression se durcissant à chaque détail. Quand Elena eut fini, il y eut une longue pause. Puis Rachel dit doucement, « Il ne t'a pas seulement trompé. » Elena leva les yeux. « Il t'a isolé financièrement, professionnellement, émotionnellement. Cela compte. » Rachel continua. « Les juges n'ignorent plus de tels schémas. » Elena déglutit. « Il pense que je suis dépendante. » Rachel hocha la tête. « Les hommes comme lui le pensent toujours. » Elle sortit un fin dossier de son sac et le fit glisser sur la table. À l'intérieur, il y avait des formulaires vierges, des listes de contrôle, des chronologies. Mais il ne s'agit pas de vengeance, dit Rachel. Il s'agit de sécurité, la tienne et celle du bébé. Nous agissons prudemment, nous documentons tout et nous ne le prévenons pas. Les mains d'Elena tremblaient alors qu'elle touchait le dossier. Pas de peur, mais de soulagement. Pendant des mois, dit-elle doucement, tout le monde me traitait comme si j'étais fragile, comme si je ne pouvais pas supporter la vérité. La voix de Rachel s'adoucit. Tu n'es pas fragile, tu étais contenu. Quelque chose dans la poitrine d'Elena se fissura. Pas de douleur cette fois, mais de relâchement. Rachel se pencha en avant. Une chose de plus que tu dois comprendre. Une fois qu'il réalisera qu'il perd le contrôle, il passera à l'escalade. Elena hocha lentement la tête. Je sais. Et quand il le fera, ajouta Rachel, tu ne seras pas seule. Alors qu'Elena se levait pour partir, elle sentit le bébé bouger à nouveau, stable et fort.
Pour la première fois depuis que la vérité avait éclaté, elle s'autorisa une pensée petite et dangereuse. Peut-être que ce n'était pas la fin de sa vie. Peut-être que c'était le moment où elle recommençait doucement. Plus Rachel regardait, plus la pièce devenait silencieuse. Elles étaient assises à la petite table de salle à manger d'Elena, des papiers étalés en rangées nettes. L'ancien ordinateur portable d'Elena bourdonnant doucement pendant que Rachel parcourait les relevés bancaires et les emails archivés qu'Elena avait réussi à récupérer. Dehors, le trafic continuait, indifférent. À l'intérieur, quelque chose de bien plus dangereux prenait forme. « Cela ne correspond pas », dit Rachel finalement. L'estomac d'Elena se serra. « Qu'est-ce qui ne correspond pas ?» Rachel tourna l'écran vers elle. « Ces transferts, ils ne sont pas aléatoires, ils sont chronométrés. Toujours après que tu signes quelque chose. Toujours en utilisant ton nom. » Elena fixa les chiffres, son esprit luttant pour les relier. « Mon nom, comment ?»« Comme autorisation, » répondit Rachel. « Ta signature numérique, tes anciens identifiants. Il ne t'a pas juste coupé. Il t'a utilisé. » Les mots firent plus mal que n'importe quelle confession d'infidélité. Rachel continua, sa voix basse mais précise. Nathan a fait transiter des dépenses personnelles et des paiements à haut risque par des comptes où tu apparais comme approbatrice secondaire. Sur le papier, cela ressemble à des décisions conjointes. Si quelque chose est signalé, la responsabilité ne s'arrête pas à lui. Elena sentit le froid se répandre dans sa poitrine. « Il m'a dit que c'était de la paperasse, » murmura-t-elle. « Il a dit que c'était plus facile si je signais parce que j'étais déjà inscrite. » Rachel hocha la tête. « C'est comme ça que ça marche. Il avait besoin d'une protection. » Et tu étais pratique. Le bébé bougea vivement, comme réagissant à la tension dans le corps d'Elena. Elle pressa la paume de sa main sur son ventre, luttant contre la soudaine vague de nausée. « Donc, si ça explose, » dit Elena lentement, « il prévoyait que ça me retombe dessus. » « Oui, et répondit Rachel sans hésiter, « et il pensait que tu ne le remarquerais jamais, ou que tu aurais trop peur pour te défendre. » Longuement, Elena ne dit rien. Elle pensa aux nuits où elle lui avait fait aveuglément confiance. À la façon dont il souriait en lui remettant des documents. Au ton qu'il utilisait quand il disait « C'est juste une formalité ». Cette réalisation lui faisait plus mal que Madeleine n'aurait jamais pu. Rachel ferma l'ordinateur portable. Il ne s'agit plus seulement d'un divorce. C'est une divulgation, et cela change tout. Elena leva les yeux. Sa voix était maintenant ferme. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Rachel soutint son regard. « Nous documentons, nous vous protégeons et nous nous assurons que la vérité éclate dans le bon ordre. » Elena hocha la tête une fois. Ce soir-là, seule dans son lit, elle fixa le plafond, écoutant l'immeuble se tasser autour d'elle. Elle comprenait enfin à quoi elle avait affaire. Nathan ne l'avait pas seulement trahi dans son cœur, il avait joué avec son avenir. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, Elena ne partait pas seulement. Elle se préparait à survivre et à s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais faire ça à quelqu'un d'autre. À la fin de cette semaine, Elena Brooks avait perdu presque tout ce qui lui donnait autrefois un sentiment d'ancrage. Son téléphone sonnait moins. Les messages s'arrêtaient. Même les polices prises de nouvelles de la famille de Nathan avaient disparu, remplacées par un silence si complet qu'il semblait intentionnel. Quand elle essaya de se connecter à son portail de certification professionnelle, le mot de passe avait été modifié. Quand elle ouvrit son email, la moitié de ses dossiers avaient disparu. Des années de travail, des contacts, des références, la preuve qu'elle n'avait jamais compté en dehors de cet appartement, s'étaient évanouies sans avertissement. Nathan ne criait pas. Il ne menaçait pas. Il l'avait simplement effacé. Le coup de grâce arriva un vendredi après-midi quand Elena vérifia la boîte aux lettres en bas et trouva un avis formel adressé à son nom. Pas d'un tribunal, pas d'une banque, mais de la régie de l'immeuble. Son bail, autrefois garanti par le revenu de Nathan, était maintenant sous examen. Jusqu'à nouvel ordre, son statut de résidente était conditionnel. Elle se tenait dans le hall, la lettre à la main, le poil de celle-ci s'enfonçant dans sa poitrine. Autour d'elle, les gens allaient et venaient, portant des courses, riant au téléphone, vivant des vies qui ne s'étaient pas effondrées du jour au lendemain. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, Elena sentit la peur percer. Pas la peur de Nathan, la peur de l'avenir. Ce soir-là, elle s'assit par terre dans son appartement, le dos contre le canapé,
entourée de boîtes qu'elle n'avait pas réalisé avoir commencé à emballer. Le bébé bougea doucement, comme pour demander pourquoi elle était si immobile. « J'essaie, » murmura-t-elle, « je promets. » Son téléphone vibra, un message de Nathan. « Il faut qu'on parle, ça devient incontrôlable. » Incontrôlable, comme si sa vie était un gâchis qu'il devait nettoyer. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle appela Rachel. « Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir le coup. » Admit Elena, sa voix se brisant pour la première fois. Rachel n'y mit pas de gants. C'est le point de pression. Il essaye de te briser avant le procès. Si tu plies maintenant, il gagne tout. Elena ferma les yeux. Et si je ne plie pas? Rachel marqua une pause. Alors ça va s'aggraver avant de s'améliorer. Après la fin de l'appel, Elena resta seule dans le noir, écoutant les sirènes lointaines, le bourdonnement de la ville qui ne se souciait pas de qui survivait et qui ne survivait pas. Pendant un bref et terrifiant moment, elle se demanda si Nathan avait eu raison, si elle n'avait vraiment rien sans lui. Puis le bébé bougea à nouveau, plus fort cette fois. Elena inspira profondément et se leva. Elle n'avait plus rien à perdre. Et cela, réalisa-t-elle, la rendait plus dangereuse que Nathan ne l'avait jamais imaginé. Elena signa les papiers à l'aube. La ville, dehors par sa fenêtre, dormait encore à moitié, enveloppée dans un silence gris qui donnait l'impression que tout était suspendu. Elle s'assit à la petite table de la cuisine, portant un pull trop grand, ses cheveux tirés en arrière sans soin. Les documents étaient étalés proprement devant elle, agrafés et organisés comme Rachel le lui avait appris. Pas de précipitation, pas de main tremblante, pas de place pour le doute. Ce n'était pas un moment émotionnel. Cela la surprit. Elle avait imaginé des larmes, de la panique, une envie de dernière minute d'appeler Nathan, de demander des explications qui ne changeraient rien. Au lieu de cela, il y eut seulement un calme constant, du genre qui s'installe une fois que le chagrin a tout consumé. Elle lut chaque page lentement. Nom, adresse, date de mariage, conditions de séparation. Quand elle arriva à la ligne de signature finale, sa main s'arrêta juste une seconde. Pas par peur, mais par souvenir. Un éclair de qui elle était autrefois, une femme qui croyait que l'engagement signifiait l'endurance, qui pensait que rester silencieuse était la même chose qu'être forte. Cette femme avait disparu. Elena signa. Le stylo fit un léger bruit de grattement, définitif et irréversible. Elle expira, sentant le bébé bouger comme s'il réagissait au relâchement de son corps. « Je nous choisis », dit-elle à voix haute. Plus tard ce matin-là, elle s'habilla avec soin. Rien de spectaculaire. Juste un jean propre, un manteau, des chaussures plates qui ne lui faisaient pas mal au dos. Elle emballa elle-même l'enveloppe, la scellant avec une pression délibérée, écrivant l'adresse d'une écriture claire et assurée. Elle ne l'envoya pas depuis son immeuble. Elle marcha 3 pâtés de maison jusqu'à un bureau de messagerie, attendit son tour et demanda une confirmation de signature. Quand l'employé demanda si c'était urgent, Elena hocha la tête. « Oui », dit-elle. Turhill. Alors qu'elle retournait sur le trottoir, son téléphone vibra. Le nom de Nathan s'afficha à l'écran. Elle le fixa un instant, puis retourna le téléphone face vers le bas. Il n'allait pas interrompre ça. Quand elle rentra chez elle, l'email de confirmation était déjà arrivé. Planifié, suivi, inévitable. Cet après-midi-là, Elena se reposa sur le canapé, une main sur son ventre, l'autre sur le fin dossier que Rachel avait laissé. Dehors, la ville bougeait comme d'habitude. Klaxons, pas, étrangers se disputant pour rien. À l'intérieur, une porte s'était fermée à jamais. Nathan croyait toujours pouvoir s'en sortir par la parole, et il croyait toujours qu'elle hésiterait. Il avait tort. Car une fois les papiers envoyés, Elena Brooks ne se préparait plus à partir. Elle était déjà partie. Et la prochaine étape se déroulerait sans qu'elle ait jamais à élever la voix. L'enveloppe attendait Nathan Cole à son retour à son bureau après le déjeuner. Elle était parfaitement centrée sur son bureau, plus épaisse que tout contrat qu'il avait signé cette année-là. Les bords carrés, le papier assez lourd pour attirer l'attention. Son assistante se tenait près de la porte, les mains croisées, les yeux soigneusement neutres. « Le coursier juridique a exigé une signature, dit-elle, marquée urgente. » Nathan hocha la tête une fois, la congédiant d'un geste du poignet. Il était irrité, pas alarmé. Les affaires juridiques le suivaient partout. C'était le prix du pouvoir. Il desserra sa cravate,
s'affala sur sa chaise et attrapa l'enveloppe sans urgence. Puis il vit l'expéditeur, Helena Brooks. Ses doigts se resserrèrent. Pendant un bref instant, il envisagea de ne pas l'ouvrir. Le contrôle signifiait choisir le moment. Le contrôle signifiait refuser de réagir. Mais quelque chose dans le poids du paquet le déstabilisa et il l'ouvrit d'une force excessive. La première page glissa. Requête en divorce. Nathan fixa les mots, son esprit les rejetant d'emblée. Le divorce ne correspondait pas au récit qu'il avait construit. Helena était contrariée, oui, émotionnelle, enceinte. Mais le divorce était une menace qu'elle n'était pas censée proférer. Il tourna la page, date d'audience, ordonnance provisoire, déclaration financière, demande de garde principale exclusive. Sa respiration ralentit, puis s'arrêta. Ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas un bluff. C'était planifié. Nathan se renversa sur sa chaise, balayant la pièce du regard, comme si quelqu'un pouvait le regarder craquer. Le bureau autour de lui semblait identique. Mur vitré, couleur sourde, trophée encadré. Mais soudain, il parut plus petit, exposé. Son téléphone vibra. Un message de Madeleine. « As-tu vu les nouvelles sur les rumeurs d'audit? » »« Appelle-moi. » Rumeur d'audit. Le pouls de Nathan bondit. Il regarda l'enveloppe et remarqua quelque chose qui l'avait manqué auparavant. Un second dossier. À l'intérieur, soigneusement agrafé, se trouvaient des documents qu'il reconnut immédiatement. Transactions, approbations, ses approbations. Sauf qu'elles n'étaient pas que les siennes. Le nom d'Helena apparaissait encore et encore. Sa bouche devint sèche. Ce n'était pas juste un divorce, c'était une preuve. Nathan tendit la main vers son téléphone, sa confiance se fissurant pour la première fois depuis des années. Il devait l'appeler, régler ça, maîtriser les dégâts. Mais alors que son doigt planait sur son nom, il réalisa quelque chose de glaçant. Helena n'avait pas envoyé ses papiers pour entamer une conversation. Elle les avait envoyés pour en terminer une. Et maintenant, chaque geste qu'il ferait serait observé. Ce que Nathan ne comprenait pas encore, c'est que l'enveloppe sur son bureau était déjà discutée bien au-delà de ce bureau. Nathan Cole réagit vite. À 15 heures, la porte de son bureau était fermée, les stores baissés, son téléphone collé à son oreille tandis que son équipe juridique se réunissait en conférence. Sa voix était contrôlée, mesurée, telle qu'elle sonnait toujours quand il pensait pouvoir encore orienter le résultat. « Elle est émotive, dit-il calmement. 7 mois de grossesse sous ce stress. Je veux que cela soit géré avec soin. » À l'autre bout, son avocat hésita. Les documents sont complets. Cela ne semble pas impulsif. Nathan ignora cela. « Je veux une requête d'urgence, une évaluation de garde provisoire et une expertise psychologique si nécessaire. » Il le dit sans hésitation. Dans son esprit, c'était de la stratégie, pas de la cruauté. Si Helena se sentait suffisamment menacée, elle céderait. Elle l'avait toujours fait. En quelques heures, le premier message fut envoyé. Pas à Helena, mais à son entourage. Elle est instable. Il le dit à sa sœur. Elle est influencée. Il le dit à un collègue. Elle réagit de manière excessive. Il se le dit à lui-même. Ce soir-là, Helena reçut l'avis. Pas un appel, pas une conversation, un courriel formel. Nathan demandait une évaluation de santé mentale ordonnée par le tribunal, invoquant un comportement erratique et des décisions préoccupantes prises sans consultation. Helena lut le courriel une fois, puis une autre. Ses mains ne tremblaient pas cette fois. Elle le transféra à Rachel avec une seule phrase. « Il fait exactement ce que tu as dit. » Rachel répondit presque immédiatement. « Bien, cela confirme l'intention. » Pourtant, lorsque l'appartement devint silencieux cette nuit-là, le poids de la situation l'oppressa. Helena s'assit au bord de son lit, la lueur de son téléphone éclairant la pièce, et s'accorda un petit moment de peur. Pas pour elle, pour son enfant, et si le tribunal le croyait, et si l'argent parlait plus fort que la vérité. Sa respiration devint superficielle jusqu'à ce que le bébé bouge à nouveau. Un rappel lent et constant qu'elle ne se battait plus pour sa fierté, elle se battait pour sa sécurité. À travers la ville, Nathan se servit un verre et se tint près de sa fenêtre, regardant le trafic loin en contrebas. Il se dit qu'il faisait ce qu'il fallait faire, que le pouvoir exigeait des choix difficiles. Mais sous la confiance, autre chose remuait. L'incertitude, car Helena n'avait pas réagi comme prévu. Pas d'appel en colère, pas de message désespéré, pas de larmes à exploiter, juste du silence.
Et le silence, Nathan commençait à le comprendre, était bien plus dangereux que la panique. Ce qu'il ignorait, c'est que sa contre-attaque avait déjà déclenché des protections qu'il ne pourrait annuler, et que le tribunal verrait bientôt son geste pour ce qu'il était. L'avis du tribunal arriva le lendemain matin, mais ce ne fut pas la menace que Nathan pensait. Elena le lut à sa table de cuisine, le soleil se déversant sur les documents, sa posture droite, sa respiration calme. Le langage était formel, intimidant par conception. Demande d'évaluation, préoccupation soulevée, insinuation soigneusement enveloppée dans un langage juridique. Une version moindre d'elle-même aurait pu s'effondrer sous le poids. Cette version ne le fit pas. Elle prit son téléphone et appela Rachel. « Il essaie de me faire passer pour instable », dit Elena d'un ton égal. La voix de Rachel était calme à l'autre bout. « Nous nous y attendions. Maintenant, nous allons leur montrer qui vous êtes réellement. » Cet après-midi-là, Elena ouvrit un dossier qu'elle n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des restes de sa vie d'avant, des certifications, des évaluations de performance, des modèles de risque qu'elle avait construits à partir de zéro, des courriels louant son jugement pendant les périodes de marché volatile. À l'époque où elle travaillait 12 heures par jour et où l'on écoutait quand elle parlait. À l'époque où Nathan la présentait comme brillante au lieu de sensible. Rachel examina attentivement les documents. « Savez-vous à quel point c'est rare, dit-elle, une compétence professionnelle documentée, combinée à un isolement documenté par la suite? » Elena déglutit. « Il m'a demandé de me retirer pour la famille. » Rachel hocha la tête. « Et cette décision aura de l'importance. Les juges se soucient du contexte, des dynamiques de pouvoir. » Pour la première fois, Elena commença à comprendre la forme du combat à venir, non pas comme un chaos, mais comme une structure, des preuves, des chronologies, une cause et un effet. Ce soir-là, elle rédigea une déclaration personnelle pour le tribunal. Pas émotive, pas défensive, juste véridique. Elle écrivit sur son retrait de sa carrière, à la demande de son mari, sur la suppression de son accès financier sans préavis, sur la découverte de l'adultère par un message qui ne lui était pas destiné, sur le choix de voie légale au lieu de la confrontation. Elle n'accusait pas, elle expliquait. Quand elle eut terminé, elle sentit quelque chose d'inhabituel s'installer dans sa poitrine. La confiance. À travers la ville, Nathan examina ses propres dossiers, faisant les 100 pas dans son bureau, la frustration transpirant à travers son calme. Ses avocats l'avertirent d'être prudent, de ralentir. « Elle ne réagit pas », dit l'un d'eux. « C'est inhabituel. » Nathan ricana. Quoi, elle n'a pas le courage pour ça? Il ne vit pas l'ironie, car pendant que Nathan se préparait à submerger Elena avec des ressources, Elena faisait quelque chose de bien plus dangereux. Elle rappelait au système qui elle avait toujours été. Et une fois que cette vérité serait enregistrée, il serait impossible de l'effacer. Ce que Nathan ne saisissait toujours pas, c'est que cette affaire n'était plus une question de contrôle. Il s'agissait de crédibilité. Et Edina Brooks en avait bien plus que lui. La première fissure ne vint pas du tribunal, elle vint du conseil d'administration. Nathan Cole entra dans la salle de conférence de Park Avenue, s'attendant à une approbation de routine. La longue table était déjà occupée. Associé, responsable de la conformité, conseiller juridique. Les ordinateurs portables étaient ouverts, le café intact. L'air semblait plus lourd que d'habitude, plus calme. Nathan prit sa place, lissant sa veste. « Allons-y rapidement, dit-il. J'ai un autre appel dans 20 minutes. » Personne ne répondit. Au lieu de cela, le responsable de la conformité fit glisser un dossier sur la table vers lui. « Nous avons besoin de clarification, » dit-elle prudemment. « Concernant plusieurs transactions signalées lors d'un examen interne. » Nathan sourit, ne bougea pas. « Je n'ai pas été informé d'un audit. »« Ce n'est pas un audit, » répondit un autre associé. « Pas encore. » Nathan ouvrit le dossier. Sa poitrine se serra presque immédiatement. Dates, montant, autorisation, trop familier. Ce sont des réallocations de dépenses de routine, dit-il, approuvées sous autorité conjointe. Le responsable de la conformité hocha la tête. C'est exactement le problème. Le second approbateur mentionné est votre femme. La pièce devint silencieuse. Nathan sentit une chaleur monter à son cou. Elle ne travaille plus ici depuis des années. C'est ce qui a suscité l'inquiétude, continua le responsable. Nous avons reçu de la documentation hier indiquant qu'elle n'était peut-être pas au courant de l'utilisation de ces identifiants.
Le pouls de Nathan s'accéléra. « Documentation de qui ?» demanda-t-il vivement. L'associé au bout de la table s'éclaircit la gorge. « Du conseiller juridique représentant Madame Cole. » Les mots frappèrent comme un coup. Ce n'était pas public. Ce n'était pas bruyant. C'était chirurgical. Nathan se renversa en arrière, forçant un calme qu'il ne ressentait plus. « C'est une affaire personnelle qu'on traîne dans un espace corporatif. »« Non, » répondit l'associé. « C'est un problème d'exposition au risque et nous sommes obligés d'y remédier. » À travers la ville, Elena était assise calmement dans le bureau de Rachel, les mains jointes, écoutant Rachel expliquer ce qui venait d'être déclenché. « Il ne l'accuse pas, » dit Rachel. « Il se protège. » Elena hocha la tête. Elle comprenait désormais ce langage. Protection, responsabilité, distance. De retour dans la salle de conférence, Nathan réalisa quelque chose de glaçant. Pour la première fois, ceux qui l'avaient toujours soutenu ne se tenaient plus à ses côtés. Ils mesuraient la distance qu'ils devaient prendre. Et cela signifiait une chose. L'histoire qu'il contrôlait depuis des années commençait à être racontée sans lui. Ce que Nathan ne savait pas, c'est que les questions posées dans cette pièce atteindraient bientôt des endroits où même son influence ne pourrait les suivre. Et Elena sentit le bébé bouger juste au moment où elle terminait de lire l'email de Rachel. Pas un coup vif, pas de panique. Un mouvement lent et délibéré, stable, ancrant, comme un rappel. Elle posa ses deux mains sur son ventre et ferma les yeux, respirant à travers la tension dans sa poitrine. Pendant des jours, tout n'avait été que stratégie et survie. Documents, calendrier, risque. Mais dans ce moment de calme, dépouillée des avocats et des salles de conférence, elle était simplement une mère essayant de protéger une vie qui lui faisait entièrement confiance. Plus tard dans l'après-midi, elle assista seule à un rendez-vous prénatal. La salle d'attente sentait légèrement le désinfectant et le café. D'autres couples étaient assis ensemble, doigts entrelacés, murmurant à propos des noms de bébés et des couleurs de chambre d'enfants. Elena gardait les yeux sur le sol, non par honte, mais par déconcentration. Elle n'avait plus besoin de comparer les vies. Lorsque l'infirmière demanda doucement « Le père vous rejoindra-t-il aujourd'hui ?» Elena marqua une pause. « Non, » répondit-elle, « il ne le fera pas. » L'infirmière n'insista pas. Elle sourit seulement et dit « Vous vous débrouillez très bien. » Pendant l'échographie, le technicien tourna légèrement l'écran pour qu'Elena puisse voir. Un battement de cœur fort, régulier, vivant. Des larmes coulèrent le long des tempes d'Elena, silencieuses et incontrôlables. « Je promets », murmura-t-elle à voix basse, à peine audible. « Je ne le laisserai pas grandir en pensant que le contrôle est de l'amour. » Ce soir-là, de retour dans son appartement, Elena enregistra une courte vidéo sur son téléphone. Ce n'était pas pour les réseaux sociaux, ce n'était pas pour le tribunal. C'était pour son enfant. « Si jamais tu te demandes pourquoi j'ai choisi la voie difficile, » dit-elle doucement, « c'est parce que je voulais que tu grandisses libre, même si cela signifiait que je devais être courageuse avant de me sentir prête. » Elle enregistra le fichier et le verrouilla. De l'autre côté de la ville, Madeleine Shaw était assise seule dans un appartement élégant, parcourant nerveusement son téléphone. Les messages de Nathan avaient cessé. Des murmures circulaient, des murmures discrets, dangereux. Elle ouvrit un groupe de discussion avec des amis et tapa sans réfléchir. « Je ne savais pas qu'il utilisait sa femme comme ça, je le jure. » Le message resta là une demi-seconde de trop, puis il s'envoya. Les yeux de Madeleine s'écarquillèrent, elle essaya de le supprimer. Trop tard. Car parfois les vérités les plus dévastatrices ne viennent pas des enquêtes ou des tribunaux. Elles viennent de moments négligents où quelqu'un oublie de se protéger. Et ce simple message se dirigeait déjà vers l'endroit où ni Nathan ni Madeleine ne pouvaient plus rien contrôler. Nathan Cole se présenta à l'immeuble d'Elena juste après le coucher du soleil. Il ne s'annonça pas, il n'envoya pas de SMS d'abord. Il se tenait dans le couloir étroit devant son appartement. Sa veste de costume froissée pour la première fois dont elle se souvenait. La mâchoire serrée, les yeux vifs d'une expression proche de la panique. Elena le vit par le Judas. Pendant un instant, son corps réagit avant son esprit. Mémoire musculaire, le vieil instinct de se préparer. Puis elle se redressa, déverrouilla uniquement le loquet de sécurité et ouvrit la porte de quelques centimètres. Nathan ne sourit pas. « Nous devons parler, dit-il, la voix basse, urgente. « Maintenant, il n'y a rien à dire, répondit Elena calmement.
Son regard tomba sur son ventre, puis revint sur son visage. Tu ne peux pas faire ça toute seule. Tu empirais les choses. Elena l'observa. L'homme qui contrôlait autrefois chaque pièce semblait maintenant incertain, entouré par des murs qu'il ne pouvait acheter pour s'en sortir. Tu devrais partir, dit-elle. Nathan rit sèchement. Ne fais pas semblant d'être en charge. Tu penses avoir gagné quelque chose. Tu ne comprends même pas ce que tu as commencé. Elle n'éleva pas la voix. Je comprends exactement ce que j'ai commencé. C'est là qu'il craqua. Tu ne survivrais pas 5 minutes sans moi, siffla-t-il. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les connexions. Tout le monde sait que tu es instable. Le mot flotta dans l'air. Elena le sentit atterrir et la traverser sans s'y accrocher. C'est intéressant, dit-elle doucement, parce que le conseil d'administration ne semblait pas le penser. Nathan se figea. Qu'as-tu dit? Demanda-t-il. Et avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra une fois, puis deux. Il jeta un coup d'œil à l'écran, le sang quittant son visage. Madeleine, attends. Plusieurs messages, appels manqués, puis un aperçu de notification d'email s'afficha en haut de son écran. Concernant votre femme, capture d'écran jointe. La main de Nathan se serra autour du téléphone. Elena regarda le changement s'opérer, le moment exact où il réalisa que le sol sous ses pieds avait disparu. « C'est toi qui as fait ça, dit-il, la voix brisée par la colère et la peur. « Non, répondit Elena, c'est toi. » Elle s'appuya légèrement contre le cadre de la porte, stable, sans peur. « J'ai juste arrêté de te couvrir. » Pendant une longue seconde, Nathan la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il recula. Pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'il avait compris quelque chose de bien pire que le rejet. Il avait perdu le contrôle, et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour le retrouver. Cette nuit-là, Elena ne put pas dormir. L'appartement était silencieux, d'une façon qui pesait plus lourd que le silence, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. La lumière de la rue filtrait par la fenêtre, traçant de douces lignes sur le plafond. Elle était couchée sur le côté, un bras courbé protecteur autour de son ventre. Le bébé bougea à nouveau, lentement, intentionnellement. Elena inspira et laissa l'air s'installer profondément dans sa poitrine. Elle avait passé des jours à faire preuve de force pour les tribunaux, pour les avocats, pour des systèmes qui exigeaient clarté et preuve. Mais ici, seule dans le noir, elle s'autorisa à être autre chose, honnête. « Je sais que c'est effrayant, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « C'est effrayant pour moi aussi. » Le bébé donna un léger coup, non pas de détresse, mais de présence, un rappel qu'elle n'imaginait pas les enjeux. Ce n'était pas une théorie, ni de la fierté, ni une vengeance. C'était une vie qui, un jour, poserait des questions auxquelles elle devrait pouvoir répondre. Elle pensa au type de foyer qu'elle voulait construire. Pas un foyer parfait, pas un foyer riche, un foyer sûr. Elle imagina un avenir où le silence ne serait pas utilisé comme punition, où l'amour ne viendrait pas avec des conditions, où le contrôle ne serait pas confondu avec le soin. Elle imagina des histoires du soir, des rires et de petites cuisines. Un enfant qui n'apprendrait pas la peur en la regardant. Des larmes glissèrent silencieusement dans ses cheveux. « Je ne t'apprendrai jamais à rester là où tu souffres, » dit-elle, « même si partir me coûte tout. » La peur qui l'avait suivie pendant des semaines relâcha son emprise. Pas parce que le danger avait disparu, mais parce que sa raison était plus forte que lui. À travers la ville, Nathan était assis seul dans son bureau bien après que tout le monde soit parti. Les lumières de la ligne d'horizon ne l'impressionnaient plus. Son téléphone vibrait sans cesse de messages auxquels il ne répondait pas. Il rejouait la voix calme d'Elena dans sa tête, incapable de la concilier avec la femme qu'il pensait connaître. Il l'avait sous-estimée, et maintenant, il manquait d'endroits où se cacher. De retour dans son appartement, Elena finit par fermer les yeux. Sa respiration ralentit. Pour la première fois depuis que la vérité était sortie, le sommeil la trouva. Non pas comme une évasion, mais comme un repos. Demain apporterait plus de conflits, plus de pression, plus de conséquences. Mais ce soir, elle avait fait une promesse, et cette promesse était incassable. Et ce qu'Elena ne savait pas, c'est que quelqu'un d'inattendu venait d'entrer dans l'histoire, et le lendemain changerait complètement l'équilibre. Elena pliait du linge quand Rachel appela. Son ton était différent cette fois. Mesuré, alerte. « J'ai besoin que tu écoutes attentivement, » dit-elle. « Quelqu'un m'a contacté ce matin. Pas du côté de Nathan. »
Elena arrêta ce qu'elle faisait. Qui? Un homme nommé Daniel Wright. Le nom remua quelque chose de lointain, de familier, mais déplacé. C'est un investisseur indépendant, continua Rachel. Discret, il a demandé à me parler après avoir vu des discussions internes sur la situation de Nathan. Il dit reconnaître votre nom. Le cœur d'Elena rata un battement. D'où? Rachel fit une pause. D'il y a 6 ans, une étude de risque que vous avez dirigée. Il était sur le point d'entrer dans une transaction à effet de levier que tout le monde avait approuvée. Vous l'aviez signalé, discrètement, et vous lui avez fait économiser des millions. Elena s'affaissa sur une chaise. Elle se souvenait de ce dossier. Les longues nuits, la pression pour signer, la réunion où elle avait parlé une seule fois et vu la pièce changer. Je ne savais pas qu'il s'en souvenait, dit Elena. Il s'en souvient, répondit Rachel. Et il prête attention maintenant. 1 heure plus tard, Daniel Wright rejoignit d'un appel vidéo. Il était calme, sans artifice, sans charme répété, juste des yeux fixes et une voix qui ne se pressait pas. « Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, dit-il. Je sais que vous êtes en plein milieu de quelque chose de difficile. Je sais aussi ce que cela coûte de dire la vérité dans des pièces qui préfèrent le silence. » Elena ne dit rien. Daniel continua. « Nathan a essayé d'utiliser votre crédibilité comme un bouclier. Cela me dit qu'il sait exactement à quel point vous êtes précieuse. » Elena sentit une étincelle de colère et autre chose, de validation. « Je ne suis pas là pour vous sauver, » ajouta Daniel. « Vous n'en avez pas besoin, mais je suis là pour soutenir la vérité. Si cela dégénère, je suis prêt à témoigner de votre compétence, de votre intégrité, de l'historique professionnel qu'il a essayé d'effacer. » Rachel regarda Elena attentivement. Elena inspira. « Pourquoi? » Daniel n'hésita pas. « Parce que quelqu'un a fait cela pour moi une fois, et parce que les systèmes ne changent que lorsque les gens arrêtent de prétendre qu'ils ne voient pas. » Quand l'appel se termina, Elena s'assit tranquillement, les mains reposant sur son ventre. Pendant des semaines, elle s'était sentie hantée, acculée, seule. Maintenant, pour la première fois, elle sentit quelque chose changer. Pas du soulagement, mais de l'équilibre. Nathan avait du pouvoir, mais Elena ne se tenait plus seule. Et quelque part dans la ville, Nathan Cole allait apprendre une dure vérité. Le contrôle s'effondre au moment où les témoins se manifestent. Et cette fois, les témoins n'avaient pas peur. Les répercussions atteignirent Nathan Cole plus vite qu'il ne s'y attendait. Lundi matin, les murmures qu'il contrôlait autrefois s'étaient transformés en emails formels. Son calendrier, autrefois rempli des semaines à l'avance, commença à se vider en blocs calmes et délibérés. Les réunions furent reportées. Les appels restèrent sans réponse. Même les assistantes qui gravitaient autrefois autour de son bureau avec une efficacité habituelle évitaient maintenant le contact visuel. À 9h30, la conformité demanda une autre réunion. Cette fois, le service juridique était présent. Nathan était assis à la longue table, les épaules carrées, l'expression soigneusement neutre. Il avait déjà survécu à des tempêtes. Mauvaise presse, baisse du marché, partenaires en colère. Il se dit que ce n'était pas différent. C'était différent. Nous avons examiné des documents supplémentaires, dit l'agent de conformité, glissant un nouveau dossier sur la table, y compris des déclarations de tiers. Nathan l'ouvrit. Le nom de Daniel Wright figurait en haut. Sa gorge se serra. La déclaration était concise, factuelle, dévastatrice. Daniel décrivit le rôle d'Elena dans les évaluations de risques passées, son jugement indépendant, sa résistance documentée aux approbations douteuses. Il décrivit comment Nathan avait tenté d'outrepasser ses conclusions et comment ses avertissements s'étaient ensuite avérés corrects. Ce n'était pas un témoignage émotionnel. C'était une crédibilité professionnelle utilisée comme arme par la vérité. Nathan leva les yeux. C'est une vendetta personnelle. La conseillère juridique secoua la tête. C'est une corroboration. Le silence suivit, puis le premier associé prit la parole, sa voix calme mais distante. « Nathan, nous vous mettons en congé temporaire en attendant un examen plus approfondi. » Le mot tomba lourdement. « Temporaire », répéta Nathan. « Pour l'instant, » répondit l'associé. « Nous devons protéger le cabinet. »« Protéger ?» Le même mot que Nathan avait utilisé quand il avait écarté Elena de sa propre vie. À travers la ville, Elena reçut la mise à jour de Rachel, alors qu'elle était assise sur un banc dans un parc, le soleil d'hiver réchauffant son visage.
Elle écouta tranquillement, les mains croisées sur son ventre, le cœur calme. « Il a été mis sur la touche, » dit Rachel. « Pas licencié, mais exposé. » Elena ferma les yeux. Elle ne ressentit pas de joie. Elle ressentit de l'équilibre. Cet après-midi-là, Madeleine Shaw s'éclaircit la gorge, fit sa valise à la hâte. Son téléphone s'alluma, affichant des appels manqués. Les portes qu'elle avait autrefois franchies si facilement se refermèrent rapidement. Les invitations s'évaporèrent. Le silence la suivait, à la place de l'admiration. Le karma n'arriva pas en criant. Il arriva par l'absence. Ce soir-là, Nathan se tenait seul dans son bureau, fixant une ville qui ne se pliait plus à ses volontés. Pour la première fois, il comprit ce qu'Elena avait ressenti pendant des mois. Impuissant. Et quelque part, hors de sa portée, Elena Brooks ne survivait plus. Elle reprenait sa vie petit à petit. Ce que Nathan ignorait, c'est que le règlement final ne viendrait ni du conseil, ni du tribunal, mais de la seule chose qu'il n'avait jamais appris à affronter. Les conséquences sans échappatoire. Elena ne célébra pas lorsque la décision du tribunal arriva. Elle la lut lentement, assise à la même petite table de cuisine où tout avait commencé. Garde principale temporaire exclusive. Accès financier rétabli. Ordonnance de protection clairement définie. Le langage était formel, réservé, mais chaque ligne portait un poids. C'était une reconnaissance. Pas de la douleur, mais de la vérité. La voix de Rachel était calme au téléphone. Cela ne met pas fin à l'affaire, mais cela vous assure un logement, un soutien, une autorité décisionnelle. Elena ferma les yeux. Pendant des semaines, la survie avait exigé une vigilance constante. Maintenant, pour la première fois, elle sentait un espace s'ouvrir en elle. Pas la victoire, le soulagement. Cet après-midi-là, elle se promena dans Central Park, son manteau zippé contre le froid. La ville bougeait autour d'elle avec son indifférence familière. Elle regarda des enfants courir après des pigeons, des couples se disputer calmement sur des bancs, des joggers compter les kilomètres. La vie ordinaire, ignorante que la sienne lui avait été rendue petit à petit. Son téléphone vibra. Daniel Wright. Rachel dit que la décision était tombée. Il écrivit « Je suis content ». Elena hésita, puis répondit « Merci d'être intervenu ». Sa réponse vint rapidement. « Vous l'aviez mérité bien avant cela ». Ils se rencontrèrent quelques jours plus tard dans un café tranquille surplombant le parc. Aucune attente, aucun grand geste. Juste deux personnes assises l'une en face de l'autre, parlant de travail, d'éthique, du coup étrange de dire la vérité tôt dans des pièces qui récompensent le silence. Daniel ne lui demanda jamais d'être reconnaissante. Cela importait. Pendant ce temps, le monde de Nathan continuait de rétrécir. Ses comptes étaient surveillés, son accès restreint, les invitations s'arrêtaient. Les amis évitaient les conversations inconfortables. La vie qu'il avait construite sur la domination exigeait désormais des comptes, et il n'avait plus de levier à échanger. Pour Elena, les récompenses n'étaient pas éclatantes. Elles étaient fondamentales. Autonomie, sécurité, dignité. Elle signa un contrat de conseil à court terme, à distance, flexible, selon ses conditions. Elle meubla un nouvel appartement avec lumière et air, sans aucun souvenir à fuir. Elle assista à des rendez-vous sans craindre d'être observée. Et un soir, assise sur son canapé avec Daniel à ses côtés, écoutant le rythme régulier du bébé en elle, Elena comprit quelque chose de profondément calme. Elle n'avait pas été sauvée. Elle avait été restaurée. Et en reprenant sa vie, elle avait obtenu quelque chose qu'aucun tribunal ne pouvait accorder. La paix qui venait du choix de soi-même sans excuse. Elena ne s'attendait pas à ce que l'amour soit si calme. Il n'y eut pas de confession dramatique, pas de promesses faites sous la pression, pas d'urgence à définir ce qui n'avait pas encore besoin d'étiquette. Daniel n'essaya jamais de prendre la place que Nathan avait laissée vacante. Il n'offrit pas de protection comme un bouclier, ni de solution comme des jetons de négociation. Il se présenta simplement, constamment, calmement, sans agenda. Il faisait des promenades en fin d'après-midi, quand la ville s'adoucissait et que le bruit se fondait en un rythme de fond. Parfois, il parlait de travail. Parfois, des livres que Daniel gardait empilés près de son canapé. Souvent, il marchait en silence, une aisance suffisante pour laisser les choses ainsi. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc surplombant la rivière, Elena brisa le silence. « Je ne suis pas fragile », dit-elle soudainement.
Daniel ne parut pas surpris. Je sais, elle se tourna vers lui. Mais je ne suis pas non plus prête à être sauvée. Je dois savoir que si je choisis quelqu'un, c'est parce que je le veux, pas parce que j'ai besoin de lui pour survivre. Daniel croisa son regard. C'est exactement pour ça que je suis là. Cette réponse resta avec elle. Les semaines passèrent, le bébé se renforçait, la vie d'Elena retrouva son rythme. Du travail selon ses termes, des soirées sans crainte, des matins qui ne commençaient pas par une négociation. Et à travers tout cela, Daniel resta stable, ne poussant jamais, ne reculant jamais. La première fois qu'il prit sa main, ce fut instinctif, pas une revendication, pas une question, juste un contact. Elle ne se retira pas. De l'autre côté de la ville, Nathan observait le monde continuer sans lui. Ses tentatives pour retrouver son équilibre échouèrent silencieusement. Les systèmes qu'il avait autrefois manipulés ne se pliaient plus. Son nom n'avait plus le même poids. Les conséquences le suivaient maintenant, lentes et inévitables. Un après-midi, Elena reçut un message de son avocat, une tentative de renégociation. Elle le lut une fois, puis le supprima. Ce chapitre était clos. Cette nuit-là, alors qu'Elena se reposait sur le canapé de Daniel, les mouvements du bébé lents et rythmés, Daniel parla doucement. « Quoi que vous décidiez pour l'avenir, dit-il, je ne partirai pas à moins que vous ne me le demandiez. » Elena sourit, une chaleur s'installant dans sa poitrine. Pour la première fois, l'amour ne ressemblait pas à un risque. Cela ressemblait à un choix, et cela faisait toute la différence. Elle ne s'était pas échappée d'une vie pour être portée dans une autre. Elle était entrée dans quelque chose de nouveau sur ses propres pieds et avec son cœur pleinement intact. Le mariage d'Elena fut simple. Pas de salle de bal, pas de gros titres, pas de spectacle destiné à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il eut lieu un matin de printemps calme, sous des arbres pâles commençant à fleurir, l'air pur de la promesse de nouveau départ. Elle portait une robe simple qui bougeait facilement quand elle marchait. Daniel se tenait à ses côtés, stable et calme, non pas comme un sauveur, non pas comme un remplaçant, mais comme un homme qui avait attendu qu'elle le choisisse librement. Quand elle prononça ses vœux, sa voix ne trembla pas. « Je promets de marcher à tes côtés, dit-elle, pas derrière toi et pas devant toi, juste à tes côtés. » Daniel sourit, les yeux chaleureux. « C'est tout ce que j'ai jamais voulu. » Leur enfant dormait paisiblement dans un couffin à proximité, entouré de rires calmes et de douces lumières du soleil. Protégé, aimé, libéré des ombres qui avaient autrefois menacé de définir la vie d'Elena. Mais de l'autre côté de la ville, Nathan Cole regardait un avenir différent se dérouler. Son appel s'enlisa, sa réputation ne se rétablit jamais complètement, les invitations se tarirent, les transactions allèrent ailleurs. Les gens se souvenaient non pas de l'homme qu'il essayait de présenter, mais des schémas qu'il ne pouvait effacer. Il apprit la leçon la plus difficile trop tard. Le pouvoir sans intégrité s'effondre intérieurement. Personne n'avait besoin de le punir. La vie s'en était déjà chargée. Elena ne prononça plus jamais son nom. Elle n'avait pas besoin de fermeture de la part de quelqu'un qui n'avait plus accès à sa paix. Ses journées étaient remplies d'un travail significatif, d'une famille choisie et d'un amour qui grandissait sans peur. Les matins commençaient sans anxiété. Les soirées se terminaient sans excuse. Et l'enfant qu'elle protégeait autrefois en elle riait maintenant librement dans des pièces qui semblaient sûres. Une nuit, assise sur le porche avec Daniel, Elena regardait les lumières s'éteindre dans le quartier et réalisa quelque chose de tranquillement extraordinaire. La vie pour laquelle elle implorait autrefois de la compréhension lui avait enfin répondu. Pas avec des explications, mais avec l'accomplissement. Elle avait perdu un mariage bâti sur le contrôle et gagné une vie bâtie sur le choix. C'était de la récompense qu'aucun tribunal ne pouvait accorder. C'était de la justice qui durait. Car parfois, la fin la plus satisfaisante n'est pas de voir le méchant tomber, c'est de voir la femme s'élever, entière et aimée et enfin en paix. Ainsi, l'histoire est arrivée à sa fin. Et si vous êtes encore là avec nous en ce moment, vraiment encore là, alors peut-être, juste peut-être, quelque chose dans ce voyage a touché votre cœur d'une manière discrète, mais réelle. Ce que l'histoire d'Elena nous rappelle, ce n'est pas la vengeance, ni gagner plus fort que quelqu'un d'autre. C'est de se choisir soi-même quand c'est le plus difficile et de comprendre que la dignité n'est pas quelque chose que l'on peut donner ou reprendre. C'est quelque chose que l'on revendique.
Les stoïciens croyaient cela profondément. Marc Aurèle écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Helena ne contrôlait pas ce qui lui était fait, mais elle contrôlait sa réponse. Et cela a tout changé. La vie nous testera par la trahison, la peur, et des moments où le silence semble plus sûr que la vérité. Mais comme Épictète l'enseignait, les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent seulement. Les moments difficiles révèlent ce que nous devenons, pas ce que nous échouons à être. La guérison ne ressemble pas toujours à du spectaculaire. Parfois, elle ressemble à s'éloigner sans crier. Parfois, elle ressemble à choisir la paix plutôt que de prouver un point. Et parfois, enfin, elle ressemble à faire confiance qu'un meilleur chapitre vous rencontrera quand vous arrêterez de vous contenter de moins que le respect. Si cette histoire vous a plu, prenez un moment pour aimer, partager et vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer de raconter des histoires qui guérissent, autonomisent et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et qu'il n'est jamais trop tard pour s'élever. Cette histoire est une œuvre de fiction créée pour la narration, la réflexion et l'inspiration émotionnelle. Tous les noms, personnages, entreprises, lieux ou événements dépeints sont entièrement fictifs et utilisés uniquement pour transmettre des thèmes liés à la croissance personnelle, à la résilience et à la guérison. Les situations décrites ne sont pas destinées à représenter des individus réels ou des cas juridiques réels. Bien que les émotions et les défis montrés puissent sembler réalistes et pertinents, ils sont partagés pour encourager une discussion réfléchie plutôt que pour fournir des conseils juridiques, médicaux ou financiers. Les spectateurs doivent comprendre que les situations de la vie réelle peuvent varier considérablement et que les résultats dépendent des circonstances individuelles. Ce contenu est conçu pour explorer les expériences humaines, les choix moraux et la force émotionnelle à travers la narration. Si cette histoire vous a touché, nous vous encourageons à réfléchir à ces thèmes d'une manière personnelle et à chercher des conseils professionnels lorsque vous êtes confronté à des défis de la vie réelle. Notre objectif est d'inspirer, pas de tromper, et de créer un espace sûr pour des histoires et des conversations significatives.